Hello les amis, nous sommes le mercredi 21 octobre 2020 et ça pulse toujours autant, mais les mensonges du gouvernement s'accumulent. Ça a commencé par cette découverte. Région PACA Bouches-du-Rhône, nombre de patients Covid-19 en réanimation, surveillance continue et soins intensifs. Tiens, François a mené l'enquête. Nouvelle incohérence de Santé publique France et du ministère de la Santé ou bien erreur volontaire. En fait, je vous explique. Souvent, les petits détails font une grande différence, surtout quand il s'agit de prendre des décisions sur base des indicateurs. Les incohérences sur le nombre de cycles utilisés lors des tests PCR pour détecter les personnes infectées par le Covid-19 ont été largement couvertes. On en a suffisamment aussi parlé sur cette chaîne. En effet, le seuil de cycle actuellement utilisé serait trop important et donc serait détecté des personnes n'ayant que des fragments résiduels de l'ARN du virus, donc ni malades ni contagieuses ou ayant des quantités de virus extrêmement faibles, ce qui fausserait les statistiques de la réalité de l'épidémie. Un second indicateur utilisé, le nombre de nouveaux cas en réanimation. En mars, en l'absence de disponibilité de tests, c'est cet indicateur qui avait été considéré pour justifier le confinement. En effet, la raison invoquée par cette mesure de confinement serait qu'elle permettrait de réduire la pression sur les hôpitaux et les services de réanimation. Rappelons qu'au plus haut, en avril 2020, le nombre de personnes en réanimation et en soins ou soins intensifs était de 7019. Il est à ce jour de 2168 patients, mais beaucoup moins grave. Sur le site de Santé publique, quand on choisit l'indicateur, il nous est donné 3 possibilités de sélection dans la section choix des indicateurs. Les 3 font mention des réanimations et soins intensifs. Un premier problème apparaît. Le tableau de rendu de résultats, que ce soit sous forme de carte ou de synthèse, fait état de patients en réanimation, alors que c'est sélectionné le nombre de nouveaux patients admis en réanimation ou soins intensifs. Ce chiffre pour le 20 octobre est de 278. Le nombre de patients en réa est de 2168 patients indiqués sur la carte, mais si on regarde le bilan général de la dernière image, vous pouvez y aller sur le site, ce même chiffre, 2168, est mentionné pour les patients en réanimation ou en soins intensifs. Pourtant, Santé publique différencie bien les lits de réanimation et de soins intensifs, puisqu'ils ont des caractéristiques différentes dans les hôpitaux, principalement en termes de personnel. Le nombre de lits en réa en France en date de 2018 est de 5432 lits, source ministère de la Santé, et le même rapport fait état de 5832 lits de soins intensifs. La France dispose d'un total de 5800 lits de réanimation, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi. Mais si on le regarde, le taux d'occupation des lits de réanimation publié sur le site du gouvernement, celui-ci est de 41,3% au 18 octobre. Ce même 18 octobre, il y avait 1839 patients en réanimation, ce qui voudrait dire, si on fait une simple règle de 3, que l'on a 4694 lits de réanimation et non quelques 5432 tels qu'annoncés dans le rapport de 2018 ou les 5800 tels qu'a pu le dire dans divers médias Olivier Véran. Ceci ne serait pas étonnant car plusieurs médias ont annoncé la fermeture de lits de réanimation, ce qui est dénoncé depuis un moment par l'association Santé en danger présidée par le docteur Arnaud Chiche. En soit, ceci est déjà un problème, puisque l'écart de lits est important de 5800 à 4694, ça fait 19% de lits en moins, et par conséquent, le chiffre annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, est donc incorrect. Donc la première question qui se pose là, c'est pourquoi un ministre de la Santé ne connaît pas les chiffres. La deuxième question qui se pose, c'est qu'ils annoncent une deuxième vague depuis la première, donc ils auraient dû augmenter le nombre de lits en réa ou en soins intensifs, et ils l'ont réduit. Mais le problème le plus important est le ratio en lui-même, car Géode nous donne 2168 patients en réa ou soins intensifs pour la date du 20 octobre. Et c'est là que le bas blesse, car si le gouvernement utilise le chiffre publié sur son site de 41,3 de taux d'occupation des lits de réanimation, ce chiffre comprend aussi les patients en soins intensifs. Pour calculer le bon taux d'occupation, il faudrait donc rajouter le nombre de lits en soins intensifs. Le taux d'occupation serait donc de 20,6 si on prend le chiffre annoncé par le ministre de la Santé, et s'il devient donc 18,6% si le 5800 est juste à la place de l'autre chiffre. Il y a donc 2 erreurs possibles. Le nombre de lits de réa n'est pas 5800 comme l'a déclaré Olivier Véran, mais de 4694. Le taux d'occupation des lits de réa ou soins intensifs n'est pas de 41,3, mais 18,6 ou 20,6, selon l'un des deux chiffres. Bien évidemment, au final, les chiffres parleront, a dit le professeur Raoult. Cependant, en attendant, les chiffres utilisés par le gouvernement sont vraisemblablement surestimés. Espérons que le gouvernement utilise les chiffres corrects pour ses décisions et que ceci est une erreur de reporting. Dans le cas contraire, cela s'apparenterait à une véritable désinformation et manipulation de l'opinion publique. Sollicité à ce jour, le ministre de la Santé, évidemment, n'était pas disponible pour répondre aux questions. Donc, c'est une vraie
vraie question. Parce que vous inquiétez pas, moi je vous donne juste mon avis perso à moi, Sylvain Autrota. Pendant la première vague, les caméras des mainstream, ils étaient tous dans les salles d'urgence en train de filmer l'infirmière qui pleurait parce qu'elle savait pas qui sauver, patati patata. Là, quand ces caméras vont dans les urgences, on voit des gens qui sont, je vous ai déjà montré sur ma chaîne, ah bah oui, j'ai le Covid, voilà. Comme l'a dit Martine Vonner, qui est médecin, elle voit des gens qui ont 2-3 litres d'oxygène et ils sont mis en réa alors qu'on pourrait les mettre dans des chambres simples. Hein. Donc on nous ment, c'est officiel, on nous ment, on cherche ce que je dénonce ici depuis de longs mois, à continuer à prolonger le virus de la peur par les médias de la peur qui ont reçu 2 milliards pour le faire, avec nos impôts. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour arriver à autre chose. Le but, c'est quoi? C'est le vaccin? Oui, peut-être, et c'est peut-être aussi autre chose, c'est continuer à confiner, détruire l'économie, faire un grand reset monétaire mondial, parce que vous savez que quand même, les dettes de tous les pays explosent, imposer la crypto-monnaie, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils mentent. Ils mentent sur les chiffres. On va écouter Philippe Erlin, économiste, docteur en économie du CNAM. D'accord? C'est très important. Hein. Et ce qui est encore plus important, c'est que vous allez écouter le journaliste qui lui dit « Non, 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 si, il y a une deuxième vague, mais non, il faut qu'il vende sa soupe. » Et vous allez voir un autre personnage qui se cache derrière, une femme, qui, regardez son expression, elle a l'air, non, non, si, il va y avoir, et observez bien là, oui, observez là, très attentivement, on dirait qu'elle est contente qu'il va y avoir une deuxième vague, on dirait qu'elle est heureuse, vraiment heureuse. Vous savez qui c'est l'épidémiologiste Catherine Hill, hein, qui passe encore sur les plateaux de télé. Regardez là, cette émission date du 21 septembre. Elle prévoyait une situation identique à la mi-mars dans 4 semaines. 4 semaines, c'est 21 octobre. 4 semaines, c'est aujourd'hui. D'accord? Non, la situation n'est en rien identique, tout va bien. Tout va bien, il y a encore une vidéo du professeur Rao aujourd'hui où il explique que ça va, ça n'a rien à voir avec la première vague. Tout le monde le sait, ça, que ça n'a rien à voir avec la première vague. Donc pourquoi quelqu'un qui annonce la misère, qui s'est trompé il y a 4 semaines, repasse aujourd'hui, et vous allez observer-la bien, Et puis à côté, vous avez Maître Divizio, qui lui aussi, vu sa réaction corporelle, semble confirmer, comme le journaliste, que oui, il y a une deuxième vague. Tous ces gens sont dans l'erreur. Certains sont dans le mensonge volontaire, les autres sont dans l'erreur. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec l'analyse que vous faites. Ce n'est pas question de mettre pendant la santé et l'économie. Moi, je dis qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est un mensonge. Il n'y a pas de deuxième vague. Si on prend les indicateurs qu'on prenait pour la première vague, il n'y a pas de deuxième vague aujourd'hui. Il y a une légère remontée. Parce que le nombre de cas, ça ne veut rien dire. Parce que le nombre de cas, la plupart sont asymptomatiques. Bon, ils ne sont pas malades. Donc voilà. Ou c'est des gens qui ont été malades, qui ont encore des traces du virus. Donc c'est pas un problème. Le nombre de réanimations et le nombre de décès augmente légèrement, mais c'est une houle, c'est pas une vague comme la première. C'est pas une vague comme la première fois. Ce n'est pas une vague comme la première fois. Et si certains hôpitaux sont en difficulté pour le nombre de lits, c'est peut-être aussi parce que c'est à cause de la gestion bureaucratique, et pour pas dire soviétique, de l'hôpital français. Parce que je signale qu'il y a aussi des régions, il y a quelques régions qui sont sous tension, mais pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des malades dans d'autres régions, comme on le faisait dans la première vague? Est-ce que les cliniques privées sont sollicitées? Je rappelle que pendant la première vague, on a construit des hôpitaux de campagne, alors que dans la même région, il y avait des cliniques qui avaient des lits vides, hein, qui capables d'accueillir des malades. Bon. Donc il y a peut-être un problème de gestion de l'hôpital pour absorber cette houle, mais ce n'est pas une deuxième vague. J'adore votre raisonnement. Et donc, non au couvre-feu et non au confinement. Philippe, en d'autres lieux, d'autres circonstances... Sinon, on tue l'économie. J'aurais applaudi. Vous avez, à mon avis, c'est très personnel, vous avez raison sur tout, sauf sur l'essentiel. On est en deuxième vague. Voilà. Non, on n'est pas en deuxième vague. Moi, quand vous parlez de l'administration soviétoïde de l'hopital français, j'applaudis. Mais c'est pas notre débat. On n'est pas en deuxième vague. Quand on regarde le nombre de décès, on n'est pas en deuxième vague. Ça, c'est et je rappelle, et je suis pas seul à le dire, parce que je rappelle que vous avez cité le professeur Toussaint, il y a aussi le professeur Théron qui dit la même chose. Et il y a 2 semaines, il y a une pétition de 350 professionnels de la santé qui ont dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Cette pétition, cette tribune devait passer dans le JDD. Je me souviens. Bon, et puis finalement, elle était trappée au dernier moment. Elle était trappée. Voilà, ils l'ont passée à Mediapart. Et dimanche dernier, comme par hasard, Journal Dimanche passe une tribune de seulement 7 médecins, dont la plupart ont des intérêts alliés au groupe pharmaceutique, pour dire qu'il fallait suivre les consignes du gouvernement. Donc il y a aussi des jeux de pouvoir là-dedans. Voilà, pour nous vendre une deuxième vague qui n'existe pas dans les chiffres. Voilà. Vous avez vu ce rictus, comme elle a l'air très satisfaite? C'est juste affolant. C'est affolant.
Ah non, on va parler encore d'autre chose, parce que les taux de létalité qui ont été encore publiés aujourd'hui par le professeur Raoult sur Marseille montrent toujours une létalité à l'IUCHU de Marseille de 0,5%. Je voudrais bien que tous les hôpitaux français, surtout ceux qui crachent sur l'IUCHU de Marseille, publient leur ratio, comment ils font. Je rappelle quand même que dans une vidéo censurée à 2 reprises par YouTube, le Pélou, le médecin urgentiste, a cité les noms des politiciens qui ont été soignés du Covid avec la chloroquine. Buzyn, Karine Lacombe, Jacob, Ciotti, Mélenchon, bien d'autres. Le professeur Raoult a également dit à Morandini, mais sans citer de nom, qu'ils viennent tous lui demander de les soigner, même s'ils l'attaquent par ailleurs. L'on sait enfin de la bouche d'un patient guéri qu'Agnès Buzyn soigne avec l'hydroxychloroquine qu'elle avait interdite aux Français et qu'elle a donnée à sa mère. Tout cela n'a pas empêché le professeur Christian Perron d'être démis de ses fonctions de vice-président et du président du conseil scientifique de la FFMT, suite à ses propos tenus sur Sud Radio concernant notamment les tests PCR et l'utilité du port du masque dans la rue. Voici une version actualisée le 20-10 du blog de Mediapart, republié sur le blog d'Olivier Demelaner. Ils y sont rajoutés les noms des politiques ou médecins qui ont pris de la chloroquine. La chloroquine guérit du Covid-19. Toute la Macronie s'est soignée avec, révélant la félonie de sa politique sanitaire, faisant croire qu'il n'y a pas de médicaments contre cette épidémie. Buzyn a pris de la chloroquine, Karine Lacombe aussi. Les rumeurs circulent sur le fait que Macron a aussi avalé ce médicament. Les députés contaminés au Covid ont tous eu recours à la chloroquine. Jacob, Ciotti, etc. Mélenchon, dans son blog, reconnaît avoir eu les services du professeur Raoult. Aujourd'hui, ils sont tous en excellente santé. Et moi, dans mes émissions, depuis le mois de mars, je vous ai montré je ne sais combien de médecins qui ont eu le Covid et qui disent moi j'ai quand même fait confiance au professeur Raoult, j'ai pris l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, et ça allait bien tout de suite. J'étais très mal et ça allait bien tout de suite. Du reste, on apprend que malgré une réduction de 46% de la mortalité avec l'hydroxychloroquine, les auteurs de l'étude qu'on attendait aussi, danger, e-Covid, concluent qu'aucun effet n'est observé car la différence n'est pas significative et arrêtent l'essai au bout de 250 inclusions sur les 1200 prévues. La raison invoquée, c'est qu'il n'y avait pas assez de patients. Attends, et il y en a plein là, à ce qui paraît, il y a une deuxième vague. Vous avez autant de patients que vous voulez. Je vous rappelle aussi qu'en Angleterre, on cherche des volontaires pour les infecter au Covid pour préparer le vaccin, parce qu'il n'y a pas assez de gens infectés. Et Momochi de répliquer, allô, il y a quelqu'un au gouvernement pour réagir sur l'étude e-Covid qui a des résultats positifs sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, parce que s'il y a un traitement qui marche, pas besoin de masque obligatoire, pas besoin de couvre-feu ni de confinement. Et donc, vous avez les sempiternels qui disent non, ça marche pas. L'hydroxychloroquine, a dit Olivier Véran devant l'Assemblée nationale, quelqu'un en est mort de crise cardiaque, c'est très mauvais pour le cœur. Ok, on va faire un petit retour en 2013. Bonjour, je m'appelle Dr Diane Lacaille. Je suis rhumatologue et professeure à l'Université de Colombie-Britannique et chercheuse scientifique au Centre d'Arthrite Recherche Canada. La polyarthrite rhumatoïde est une sorte d'arthrite inflammatoire. C'est une maladie où le système immunitaire se tourne contre lui-même et attaque les tissus. Elle se caractérise par une inflammation des articulations et lorsque l'inflammation n'est pas traitée, elle entraîne au fil du temps la destruction des articulations atteintes et des déformations, surtout aux mains et aux pieds, et la perte de certaines fonctions physiques. Nous avons appris récemment que les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont aussi un risque accru de décès prématuré. Et c'est principalement dû aux maladies cardiovasculaires, comme les risques de crise cardiaque. Nous nous sommes livrés à une analyse des études qui ont été publiées sur le sujet et nous avons trouvé que les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde courent un risque accru de 50% de mort de maladies cardiaques par rapport à l'ensemble de la population. La façon dont nous traitons la polyarthrite rhumatoïde a radicalement changé au cours des 10 à 15 dernières années, grâce aux médicaments antirhumatismaux à action lente ou les ARAL, qui traitent la cause sous-jacente de la maladie plutôt que de simplement s'attaquer aux symptômes. Il est très important de commencer le traitement avec ces médicaments, les ARAL, le plus tôt possible, car la maladie répond mieux au traitement lorsque le médicament est introduit tôt dans l'évolution de la maladie et aussi un traitement précoce offre de meilleures chances d'empêcher les dommages articulaires et aussi des meilleures chances d'obtenir une rémission. Et nous avons également appris que ces médicaments réduisent les risques de décès prématurés. En fait, c'est ce que le professeur Raoult raconte depuis le début. On connaît l'hydroxychloroquine depuis si longtemps, il y a des milliards de doses qui ont été vendues dans le monde. Les Africains en prennent tous les jours, en mangent tous les jours, comme ils disent.
Il suffit d'aller voir le taux en Afrique. Tous les pays d'Afrique noire qui ont l'habitude de la chloroquine à cause du paludisme se portent bien alors qu'on avait prévu une catastrophe sanitaire en Afrique à cause du Covid. Les catastrophes sanitaires, c'est dans les pays occidentaux. Donc, vous vous rendez compte comment un médecin peut ignorer ces effets de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, alors que l'on traite les lupus, la polyarthrite rhumatoïde et que c'est bon pour le cœur. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est bon pour le cœur. Comment des médecins ont pu parcourir les plateaux de télé en disant que l'hydroxychloroquine c'était néfaste pour le cœur? Et là aussi, comme je vous l'ai dit depuis longtemps dans mes émissions, il y a moins d'effets secondaires de l'hydroxychloroquine et chloroquine cumulés que le paracétamol sur le cœur. Beaucoup plus de morts. Là, c'est Vigibase, la référence, qui le dit, l'observatoire de surveillance des effets secondaires des médicaments. Donc on nous ment de A à Z, de A à Z. On nous ment et on nous censure, évidemment. Vous avez pu tous voir ce que je vous dis, que la censure s'intensifie. Quand même, Kelly Loeffler présente un projet de loi pour mettre fin à la censure et à la liberté d'expression, parce que Twitter et Facebook ont censuré un article du New York Post disant que contrairement aux affirmations de Biden aurait rencontré un cap de Burisma, c'est une affaire américaine, je vous la raconterai alors qu'il était vice-président. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, aura organisé la réunion alors qu'il travaillait en tant que lobbyiste pour l'entreprise. Loeffler a déclaré que l'Amérique ne devrait plus autoriser Facebook, Google et d'autres grandes entreprises technologiques à dicter les termes du discours sur Internet. Dans un pays qui chérit depuis longtemps la liberté d'expression, nous ne pouvons permettre à Big Tech de sélectionner les discours auxquels les conservateurs et les Américains peuvent accéder et publier sur Internet, a déclaré le conservateur. Pendant trop longtemps, Big Tech s'est caché derrière des protections trop vagues et techniques, tout en s'engageant dans des pratiques fondamentalement anti-américaines et anti-démocratiques. Et donc, moi, petite pensée, aujourd'hui, j'avais besoin de réserver des chambres d'hôtel que j'ai d'habitude pour l'entreprise, pour les gens qui viennent à droite, à gauche, des fournisseurs. Et donc, je pensais, franchement, les mettre comme je les mets d'habitude, quoi, à l'hôtel à côté. Il était fermé. J'étais vraiment surpris, quoi. Donc, j'ai un deuxième hôtel où je mets aussi les gens. Il était fermé. J'en ai appelé un troisième qui m'a dit mais c'est pour combien de nuits? Je dis pourquoi vous êtes plein? J'étais content quoi. Non, c'est parce qu'on ferme dimanche. Ah bon? Vous fermez dimanche? Bah oui, pourquoi? Ah ben la direction, Accor, ça faisait partie du groupe Accor, nous l'a pas dit, mais on ferme dimanche soir. Voilà, donc faites attention, divulguez, réveillez les gens, même si vous en réveillez que un, c'est déjà beaucoup, parce qu'il faut vraiment arrêter ces mensonges. Il faut vraiment les arrêter. Et une initiative des amis hôteliers, je vous propose de faire pareil si vous êtes d'accord. Tapez sur des casseroles tout le soir à 20h. On a applaudi les infirmiers, les infirmières et les médecins à 20h. Vous êtes contre ce que fait ce gouvernement. Tapez à vos fenêtres à 20h ou à 21h ou à 22h, je sais pas moi. Peut-être effectivement à 21h. C'est plutôt symbolique 21h quand il y a le couvre-feu complètement horrible et stupide qui se tient. Voilà, allez, bye bye, bisous. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose.
die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stoppt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da.